Chers amis, bonsoir. Je vois que vous êtes nombreux pour venir écouter Étienne Hamon, qui est un spécialiste de l'architecture médiévale. Comme il va vous l'expliquer, il a fait 2 thèses, une thèse de l'École des Chartes, plus une thèse à l'université, et l'une portant sur l'architecture flamboyante du Vexin français. C'est ça. Et il s'est aussi beaucoup intéressé à l'architecture flamboyante à Paris, dans des circonstances qu'il va évoquer. Nous lui sommes particulièrement reconnaissants de venir nous éclairer sur des monuments que nous fréquentons beaucoup et que nous avons le sentiment de connaître à peine. Donc, je lui passe tout de suite la parole. Merci beaucoup, Madame, pour votre présentation et surtout votre invitation. Je suis très honoré de parler dans un lieu aussi prestigieux, devant une assistance qui ne l'est pas moins. Et j'espère que vous ne m'en voudrez pas de parler de choses que je connais moins bien que vous, forcément, puisque je n'ai jamais vécu dans cet arrondissement, même si j'y ai longtemps travaillé, notamment à l'université de Paris-Sorbonne. Vous m'excuserez aussi si je ne vous parle pas de tous les monuments que vous pourriez vous attendre à trouver dans mon exposé. En le préparant, je me suis aperçu que le corpus, je vais vous dire tout de suite pourquoi, était absolument colossal. Et donc j'ai dû faire quelques choix. Avant de me lancer dans ce parcours dans l'architecture flamboyante de la montagne Sainte-Geneviève, quelques petits rappels sur l'importance que tient l'architecture flamboyante dans l'histoire de l'art français, une importance tout à fait particulière, tout à fait singulière, une place assez particulière pour de nombreuses raisons. D'abord parce que c'est une période de la création architecturale qui est particulièrement longue. Elle occupe, vous le voyez, plus d'un siècle, quelles que soient les limites qu'on lui fixe. Elle représente aussi une production tout à fait considérable. C'est probablement à cette période du Moyen-Âge qu'appartient l'essentiel, d'un point de vue numérique, du patrimoine médiéval de la France. Il faut jamais l'oublier. Et pourtant, c'est un type de période de l'histoire de l'architecture qui souffre d'une image assez négative, du fait qu'elle est assimilée à un phénomène de fin de cycle, le cycle étant celui de l'art gothique. Et évidemment, tout ce qui arrive en fin de cycle ne jouit pas forcément d'une très bonne réputation. Et de fait, cette image a été longtemps assez négative, aussi séduisante que soit la terminologie même de flamboyant ou flamboyante pour désigner cette architecture qui, malheureusement, n'a pas vraiment servi sa cause, au contraire peut-être. Cette terminologie, rappelons-le, elle a été inventée il y a pratiquement 2 siècles, dans les années 1820, par l'un des pionniers de l'archéologie monumentale française, qui s'appelait Auguste Le Prévost, qui est l'un des fondateurs de la Société des antiquaires de Normandie. Et ce terme a été choisi pour désigner les graphismes de cette architecture, ces graphismes très particuliers, ces accolades, ces soufflets, ces mouchettes, qui vont très vite être assimilés à l'architecture flamboyante tout entière, et il va y avoir une sorte d'assimilation à un type de graphisme et une forme d'architecture sans que l'on aille regarder parfois au-delà. On a aussi associé cette architecture à ces fantaisies décoratives que nous connaissons bien, puisque certains des monuments les plus célèbres du patrimoine médiéval français
relèvent de cette architecture. Là, je prends un exemple pratiquement extrême, celui de l'église de Louviers, construite, dont les parties flamboyantes que vous voyez au premier plan ont été construites autour des années 1500. Un exemple, je dirais, emblématique de cette architecture, emblématique aussi du statut assez négatif de cette architecture au regard des autres périodes de la création monumentale en France, puisque on a eu beaucoup de mal à reconnaître dans ce foisonnement décoratif une logique, une rigueur qui était reconnue aux périodes plus anciennes de l'art médiéval et notamment de l'art gothique, du premier art gothique et de l'art gothique classique. Donc, faute d'aller chercher au-delà de cette profusion décorative, eh bien, on a souvent relégué cette architecture flamboyante aux marges de l'historiographie, en lui refusant toute cohérence, toute inventivité. On l'a considérée comme répétitive, décadente, abâtardie. Je ne vais pas multiplier les adjectifs péjoratifs, mais ils ont eu cours pendant très longtemps, jusqu'à une date assez récente. Et ce désamour, il a duré pratiquement tout le XXe siècle, avec quelques controverses un petit peu stériles, notamment au début du XXe siècle, sur l'origine anglaise ou française de ces graphismes à courbes et contre-courbes, qui étaient les accolades, les soufflets ou les mouchettes, une controverse un petit peu stérile que d'ailleurs la Première Guerre mondiale, comme beaucoup d'autres choses, a relégué aux oubliettes de l'histoire. Le véritable renouveau, la reconquête historiographique de cette architecture flamboyante, elle date du dernier tiers du XXe siècle, avec des travaux de savants français et étrangers, surtout d'abord, il faut bien le dire, comme pour ce qui est de l'art du XVe siècle en général, des savants comme Jan Białostocki, pour l'architecture flamboyante française en particulier, un savant, un universitaire canadien, Roland Sanfasson, qui en 1971 propose pour la première fois une histoire de l'architecture flamboyante en France, un ouvrage qui depuis n'a pas été remplacé. Il sera, semble-t-il, prochainement réédité tel quel, ce qui est peut-être un petit peu dommage parce que, aussi séduisantes soient les idées de Roland Sanfasson sur la généalogie, la génétique, l'évolution morphologique de cette architecture qui est tout sauf sclérosée, eh bien, ces travaux des années 60 reposaient sur des bases documentaires, des bases historiques assez fragiles, celles de l'érudition du 19e et du début du 20e siècle. Il fallait reprendre tous ces dossiers un par un, et c'est ce qui a commencé à se faire à partir des années 1980-90. Un certain nombre de jeunes chercheurs, dont je faisais partie, se sont lancés dans ces travaux sur la France, et à travers donc soit des monographies, soit des études régionales. Mais il a fallu souvent seulement des découvertes un peu fortuites, assez récentes, pour revenir sur des datations, par exemple, assez problématiques, à commencer, c'est une question sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, pour vous donner un exemple, par la date du début du chantier de Saint-Étienne-du-Mont, qui pendant tout le XXe siècle a été placé 20 ans trop tôt, que sa date véritable. J'y reviendrai, je ne vais pas déflorer tout de suite les nouveautés que j'ai été en mesure d'apporter à la faveur de mes recherches. On y reviendra. Évidemment, beaucoup d'autres chercheurs se sont lancés dans l'aventure à partir des années 1990.
Pour ce qui est de l'art flamboyant parisien, on peut citer les travaux de... alors je m'excuse si je ne les cite pas tous, mais pour illustrer aussi quelques exemples assez fameux, pour les débuts de l'art flamboyant, quelques études à la faveur des expositions du Louvre et du Grand Palais sur Paris 1400 ont permis à des chercheurs comme Florian Meunier ou comme Philippe Plagneux de renouveler l'approche de certains monuments tout à fait singuliers qui rentrent bien dans cette typologie d'une architecture à la fois extrêmement savante, extrêmement imaginative, comme ici pour la tour Jean sans peur étudiée par Philippe Plagneux. D'autres chercheurs se sont lancés dans l'aventure en tenant compte non seulement des monuments qui existaient toujours, mais aussi des monuments disparus, et ils sont nombreux. Je vous en montre ici quelques-uns, on y reviendra, pour s'en tenir évidemment à la délimitation géographique qui va nous intéresser. Et parmi ces monuments, des monuments civils aussi, des monuments religieux, monuments civils qui seront un petit peu laissés de côté aujourd'hui. Vous m'excuserez pour ne pas trop charger la barque, mais évidemment il faudrait les prendre en compte pour avoir une vision complète de la création architecturale dans la période qui nous intéresse. Alors cette période, c'est une période relativement large. Vous avez vu le titre de ma communication qui englobe pratiquement un siècle, voire plus, de création. C'est cette période qui a été choisie par Agnès Boss lorsqu'elle a repris à bras-le-corps. C'était un travail extrêmement novateur, il y a une quinzaine d'années, le dossier des églises flamboyantes de Paris. Une architecture flamboyante qui évidemment constitue une grosse part du corpus qui nous intéresse, mais pas seulement, puisque, pour vous donner une idée, il y a environ une dizaine de monuments religieux, des églises paroissiales essentiellement, de la montagne Sainte-Geneviève qui sont traités dans cet ouvrage paru en 2003. Le corpus des monuments que l'on peut associé à cette chronologie relativement longue, il est de l'ordre de plusieurs dizaines. On arriverait probablement à une centaine de monuments. Je vais essayer d'en passer un certain nombre en revue tout de suite. Donc un premier essai de nature typologique qui a complètement renouvelé nos connaissances sur les églises des 15e et 16e siècles gothiques à Paris. Et puis, à mon tour, j'ai essayé d'apporter un autre éclairage en reprenant également des dossiers documentaires souvent laissés en déshérence depuis plus d'un siècle, pour m'intéresser plus spécialement à une période qui est la plus dynamique de ce courant architectural à Paris, les alentours des années 1500, qui coïncide avec les règnes de Charles VIII et de Louis XII, donc une trentaine d'années, au cours desquelles l'essentiel du patrimoine flamboyant parisien s'est constitué. Donc voilà un petit peu l'état des lieux de la recherche sur le sujet. Évidemment, cette recherche, elle s'est aussi développée dans des domaines connexes de l'architecture. La sculpture reste encore relativement méconnue, avis aux amateurs, mais par exemple le vitrail, les travaux de l'équipe du Corpus Vitrearum sur le vitrail parisien des 15e et 16e siècles ont considérablement contribué à renouveler nos connaissances des monuments eux-mêmes, puisque les vitraux sont en général partie intégrante d'un programme monumental, dans la mesure où ils occupent des baies qui sont conçus dès le départ du programme architectural. Voilà. Alors, je vous le disais, je laisserai un petit peu de côté, mais il faut les garder à l'esprit, évidemment,
le patrimoine civil de ce quartier de la Montagne Sainte-Geneviève. Alors, qu'est-ce que j'entends par Montagne Sainte-Geneviève? Eh bien, là aussi, j'ai établi et fixé des limites qui me permettaient de dire l'essentiel sans m'aventurer trop sur des terrains qui auraient alourdi le corpus. Je considère la Montagne Sainte-Geneviève comme... je place ces limites de manière un petit peu arbitraire. Je les établis sur la base des limites du 5e arrondissement, ce qui veut dire que je prendrai en compte des parties de Paris qui ne faisaient pas partie intégrante de la vie médiévale, notamment le quartier de Saint-Victor et de son abbatiale, qui est un point essentiel dans le parcours que je vous propose, mais j'exclurai certaines parties qui sont aux marges de ce 5e arrondissement, même si historiquement ils étaient associés à ces bourgs, ces faubourgs, notamment du côté de Saint-Marcel. Donc de Saint-Marcel, je ne retiendrai que la partie comprise dans le 5e arrondissement et donc pas celle qui est au-delà des boulevards qui font la limite avec le 13e arrondissement. Pour ce qui est du corpus des monuments, là j'ai dû me résoudre, faute de temps, à laisser un petit peu de côté l'hôtel de Cluny, mais on y reviendra si vous voulez ultérieurement, même si cet hôtel de Cluny présente une architecture en partie religieuse, puisque la très belle chapelle qui fait partie du programme initial des années 1490 constitue un jalon important pour l'histoire de l'architecture religieuse dans le quartier, mais un jalon qui, à vrai dire, est un petit peu difficile à raccorder aux autres chantiers. Je m'en suis expliqué dans mon ouvrage sur Paris. J'en dirai 2 mots éventuellement s'il nous reste un petit peu de temps vers la fin. Donc voilà le cadre géographique, chronologique fixé. L'intérêt quand même de se limiter à ce cadre et de prendre en compte ce corpus, c'est que nous aurons la chance de parcourir finalement chronologiquement toutes les étapes, de franchir toutes les étapes de la création artistique, à la fois sur le plan chronologique et sur le plan typologique, toute la diversité, même si on laissera de côté l'architecture civile, est représentée, et aussi la diversité des programmes religieux, puisque construire une église, ça n'est pas seulement une église en général, mais c'est tout un environnement qui comporte d'autres fonctions que la fonction liturgique primaire. C'est aussi une grande variété de programmes plastiques, et c'est l'intérêt de parcourir ce siècle de création artistique que de voir toute l'évolution de cette architecture au fil et au gré de l'activité de certains commanditaires et surtout de l'activité des artistes, des architectes, puisqu'on les oublie trop souvent dans ce panorama de l'architecture médiévale. C'est à eux que l'on doit l'essentiel des créations et des innovations au fil de ce XVe siècle. Alors, la première étape est importante, même si elle ne prend en compte qu'un nombre limité de créations. C'est celle des dernières décennies du XIVe et du début du XVe siècle, celle au cours de laquelle, un petit peu partout en France et en Europe, les formes de l'architecture gothique vont connaître des mutations progressives qui, à partir des années 1400, 1410, selon les régions, vont véritablement aboutir à des formes relativement nouvelles d'expression monumentale. À Paris,
il faut bien dire que le patrimoine que nous ont légué la fin du XIVe et le début du XVe siècle n'est pas d'une richesse exceptionnelle, tout simplement parce qu'il a été aussi, à son tour, remplacé par des créations plus tardives. C'est le lot commun des grandes villes dynamiques que de voir leur architecture faire place à des innovations. Mais on peut quand même évoquer quelques jalons importants, en commençant par un monument qui est probablement l'un des monuments les plus importants qui nous restent des réalisations de ce grand architecte du règne de Charles V et de Charles VI, qui était Raymond du Temple, la chapelle du collège de Dormant-Beauvais, une création attribuable aux années 1385, une période assez importante, puisque on voit progressivement les formes de l'architecture évoluer, une évolution qui est encore relativement timide, puisque dans ce monument, on voit un certain nombre d'éléments se transformer, la modénature, la mouluration devenir plus aiguë, les remplages des baies devenir d'un graphisme plus saillant, les chapiteaux à la retombée des archivoltes des baies devenir de plus en plus discrets jusqu'à pratiquement s'effacer, des moulures plus souples, tout cela est dans la poursuite, dans la continuité de l'évolution de l'architecture rayonnante tardive, mais c'est à peu près tout, puisque pour le reste, on a affaire à un monument extrêmement traditionnel, dont c'est un marqueur qui n'est pas le seul, mais qui est bien utile, dont par exemple les réseaux sont encore tout à fait dans la continuité des créations du début et du milieu du XIVe siècle. On y reconnaît encore les formes géométriques régulières des oculi polylobés et des lancettes trilobées, rien qui vraiment annonce les formes flamboyantes qui doivent son nom à cette nouvelle architecture. On a souvent pensé que l'hégémonie que Raymond du Temple faisait peser sur l'architecture parisienne, puisqu'il était maître maçon du roi, il avait donc un droit de regard sur la plupart des grands programmes. On a pensé que cette présence un petit peu encombrante avait limité les perspectives d'évolution de l'art à la fin du XIVe siècle. Et effectivement, la chronologie semble donner raison à cette vision, puisque c'est seulement après la mort de Raymond du Temple, dans les années 1400, que l'on voit apparaître à Paris les premiers réseaux qui appartiennent à qui relèvent de ces nouveaux graphismes à courbes et contre-courbes, qui pourtant sont apparus en province, parfois 20 ou 30 ans auparavant, notamment sur les chantiers des grands princes de la famille Valois, comme les ducs de Bourgogne, les ducs de Berry, ou bien sur des chantiers des proches de la cour, comme la célèbre chapelle du cardinal de Lagrange à la cathédrale d'Amiens dès les années 1370. Donc Paris est en quelque sorte un petit peu en retard sur le reste des grandes villes et des grandes capitales des principautés françaises, mais ce retard, on va tenter de le combler. Certains architectes, dont les noms malheureusement nous sont restés en partie anonymes, vont à partir des années 1410 essayer de renouveler un petit peu cette typologie des formes et notamment des graphismes. Et là, on a deux monuments du 5e arrondissement disparus, mais connus par des vestiges assez significatifs, qui rentrent tout à fait dans cette première phase de tentative de renouvellement. C'est d'une part la chapelle Notre-Dame dans l'église de Saint-Jean-de-Latran, conçue autour de 1410 et dont les vestiges subsistent au musée du Moyen-Âge. Les remplages ont été remployés
au XIXe siècle, lors de sa destruction vers 1860, ont été remployés dans le pignon de la chapelle de l'hôtel de Cluny, et les culots sculptés qui étaient placés à la retombée des voûtes de cette chapelle figurent également dans les collections du musée du Moyen-Âge. Et on voit apparaître des formes qui, au premier abord, sont encore très proches de celles que Raymond du Temple emploie à la chapelle du collège de Beauvais, mais on décèle quand même quelques tentatives de nouveaux graphismes avec ces grandes mouchettes, ou ces soufflets qui sont placés dans le tympan de la baie et qui correspondent à une écriture graphique sensiblement différente de celle des expériences passées. Ces baies de la chapelle Notre-Dame à Saint-Jean-de-Latran ont une réplique qui a été redécouverte récemment. C'est la fenêtre d'axe d'une chapelle construite non loin dans la rue Galande, non loin de l'église Saint-Julien-le-Pauvre, qui dépendait d'ailleurs de ce prieuré, une chapelle dédiée à Saint-Blaise et Saint-Louis, qui était la chapelle de la confrérie des ouvriers du bâtiment de la ville de Paris, dont on sait qu'elle est effectivement reconstruite dans les premières années du XVe siècle, très certainement par les meilleurs architectes du moment, ceux qui sont les adhérents naturels de cette confrérie. Et la parenté est telle entre les remplages de ces deux édifices qu'il est évidemment tentant de les attribuer au même architecte. Malheureusement, le nom de cet architecte nous échappe. On peut faire quelques hypothèses. Quelques noms semblent sortir du lot, comme ceux de Henri Brisset ou peut-être de Benoît de Savoie, des maîtres maçons parisiens qui semblent particulièrement en vue dans ces années 1410. Ces années sont aussi celles où l'on bâtit un monument assez singulier. C'est une commande qui doit largement au duc de Bretagne, dont on connaît le dynamisme dans l'histoire de l'architecture française du début du XVe siècle, alors même que dans le royaume, le dynamisme va s'essouffler très vite. Ce sont les ducs de Bretagne qui sont à l'origine de la reconstruction de cette chapelle et notamment de la construction de sa façade autour de 1410, une construction qui a été bien étudiée par Anne Prache, par Philippe Lanieux, qui ont pu montrer que le véritable architecte de cette façade était probablement un dénommé Pierre Robin, puisque c'est à lui que l'on demande les plans définitifs de cette façade, après que ceux de Benoît de Savoie n'aient guère satisfait. Alors malheureusement, cette gravure du XVIIIe siècle n'est pas d'une qualité suffisante pour juger de l'originalité de cette composition, mais on peut en juger, en tout cas indirectement, quand on connaît la pièce maîtresse des créations de ce Pierre Robin, qui n'est ni plus ni moins que la grande église Saint-Maclou de Rouen, commencée vers 1433, à une date où Pierre Robin a dû s'exiler de Paris, après l'occupation anglaise, le début de l'occupation anglaise, et on peut considérer que c'est effectivement cette hémorragie de grands architectes parisiens qui, à partir de 1419, va stériliser pour une vingtaine d'années la création architecturale dans la capitale, une génération perdue en quelque sorte, avant que les conditions soient de nouveau réunies pour une relance de ces chantiers. Alors cette relance, elle intervient d'abord timidement autour de 1450, avec des chantiers d'abord qui sont des chantiers de réparation. Les premières grandes réalisations monumentales de la fin des années 1440, notamment à Sainte-Geneviève ou à Saint-Victor, procèdent manifestement d'un défaut d'entretien prolongé de ces grands édifices, et il s'agit tout d'abord d'en réparer par exemple les couvertures à grands frais, mais il ne s'agit pas encore de lancer de véritables reconstructions. Le premier grand chantier
est l'un des tout premiers de Paris, au début des années 1450. C'est, vous le savez, depuis que certains d'entre vous ont pu profiter de la visite à Saint-Séverin, c'est celui de cette église qui est une grande église paroissiale de fondation ancienne, comme la plupart des églises paroissiales parisiennes, une église qui possède un noyau du XIIIe siècle qui est d'ailleurs extrêmement intéressant parce que c'est l'une des rares transpositions de l'art rayonnant dans les églises paroissiales autour de Notre-Dame. Mais pour nous, c'est surtout intéressant parce que c'est là qu'on voit apparaître les premières tentatives d'adaptation du nouveau style flamboyant à cette architecture préexistante. Et les architectes se sont particulièrement bien tirés de cette mission délicate qui était d'agrandir ou de réparer les parties orientales de l'édifice en construisant les travées de la nef qui font suite à celles de la fin du XIIIe siècle. On voit très bien ici la soudure entre le chantier du XIIIe siècle à gauche et le chantier des années 1450 qui reprend les mêmes principes d'élévation à 3 niveaux avec ces grandes arcades, cette claire-voie qui n'est pas vraiment un triforium puisqu'il n'y a pas de véritable passage, et puis ces fenêtres hautes avec seulement une légère inflexion dans la tension des grandes arcades. Mais sinon, pour ce qui est par exemple de l'étage de la claire-voie intermédiaire, eh bien, on reprend en l'adaptant, en la transposant dans un vocabulaire de graphisme à courbe et contre-courbe, on reprend le dessin vieux de pratiquement 2 siècles. Le plus intéressant dans cette réalisation, c'est sans doute au niveau des grandes arcades, le fait qu'on change complètement de principe pour la modénature et les supports en adoptant le principe de cette pile à mouluration prismatique continue, désormais dépourvue de chapiteaux, qui faisait depuis l'origine de l'architecture médiévale, qui constituait l'un des éléments d'articulation essentiels des élévations. Eh bien, on vient désormais fondre directement la retombée des grandes arcades dans le noyau de ces piles très complexes qui montrent dès ce moment que l'architecture flamboyante va aussi se développer sur le registre de la perfection technique, notamment celle de la stéréotomie qui, à Paris, et notamment dans cette église Saint-Séverin, va ensuite donner lieu à quelques chefs-d'œuvre. Alors, cette première étape des années 1450-1460 se limite sans doute aux parties basses des dernières travées de la nef, les grandes arcades et la claire-voie, puisque les fenêtres hautes sont probablement des réfections, voire une réalisation seulement des années 1490, au moment où, dans un deuxième temps, on entreprend de remplacer le chevet primitif, qui était peut-être un chevet plat, par un chevet à déambulatoire et chapelle rayonnante, d'une formule donc beaucoup plus ambitieuse, qui, sur le fond, reprend les grandes lignes, les grandes formules de l'architecture religieuse parisienne depuis Notre-Dame de Paris, mais en transposant évidemment cette élévation à 3 niveaux dans un registre sensiblement différent, avec ici une conception tout à fait nouvelle de l'étage intermédiaire, qui est désormais resserré entre des grandes arcades encore plus hautes et des fenêtres hautes assez larges, et qui désormais n'est plus constitué par ces séries d'arcatures géminées, mais par une sorte d'arcade en arc surbaissé, en arc en anse de panier en quelque sorte, d'un profil tout à fait nouveau et d'une
d'un dessin avec ces formes de remplage et on les devine ici, de réseaux rampants sous l'arc déprimé, qui sont tout à fait originaux. En même temps que ce chevet, on a sans doute reconstruit la grande baie occidentale, dont le vitrail permet de la placer effectivement autour de 1500 également. Alors, je ne vous apprends rien, le tour de force des architectes de Saint-Séverin, qui malheureusement dans les années 1490 comme avant et après reste anonyme, même si on peut proposer quelques pistes, le tour de force réside dans cet extraordinaire double déambulatoire qui est séparé par une file de support dont on n'a pas assez souligné l'originalité. Cette originalité, elle est non seulement liée, due à une stéréotomie d'une complexité encore tout à fait inédite à Paris, puisqu'elle culmine sur ce pilier hélicoïdal qui reçoit les retombées des voûtes des déambulatoires, mais il faut aussi intégrer dans ce jeu sur les supports parisiens qui va beaucoup impressionner les contemporains bien au-delà de Paris, il faut intégrer cette conception d'une architecture diversifiée, puisque tous les piliers que vous avez sous les yeux ici sont différents les uns des autres. Et ça, c'est une rupture considérable par rapport à la tradition de l'architecture gothique qui soit jouait sur des principes de répétition, soit sur des principes d'alternance, mais jamais, jusqu'ici, à Paris en tout cas, sur des principes de diversité qui donnent en quelque sorte le tournis. Et même si on reste dans un espace tout à fait traditionnel, un espace fragmenté, un espace hiérarchisé, eh bien, permet une déconstruction de l'espace qui est tout à fait inédite. Alors, ça c'est la deuxième grande phase de construction flamboyante à Saint-Séverin, celle des années 1490, mais ce n'est pas la dernière, puisque une ou deux autres vont se succéder ensuite, avec la construction des chapelles de la nef de part et d'autre de l'église, et sans doute simultanément la construction des charniers sur le flanc sud de l'église, puisque cet ensemble fait partie de tout un ensemble de constructions similaires à Paris, cette architecture funéraire qui prolonge souvent les grands programmes religieux. On en a ici un bon exemple, mais c'est un exemple qui mériterait d'être multiplié, d'être probablement étudié en tant que tel, puisque beaucoup de ces églises paroissiales vont se doter à la même époque de nouveaux dispositifs pour accueillir des sépultures toujours plus nombreuses dans ces systèmes de charniers qui sont ni plus ni moins que des ossuaires. Une autre église, un petit peu plus au sud de la montagne, sur les flancs de la montagne, une autre église comportait, elle aussi, en même temps que la rénovation complète de son programme monumental, un programme funéraire avec un charnier. C'était l'église Saint-Benoît-le-Bétourné, qui occupait l'emplacement de l'actuelle Sorbonne, à l'angle nord-est du quadrilatère de la Sorbonne. Une église qui a disparu tardivement, seulement dans les années 1850, après avoir servi pendant toute la première partie du XIXe siècle de théâtre, notamment, tandis que, je ne l'ai pas dit, mais la chapelle Notre-Dame de Bonne-Nouvelle servait, elle, d'école, celle de l'église Saint-Jean de Latran. Alors, Saint-Benoît-le-Bétourné, c'est un programme plus complexe, plus difficile aujourd'hui à étudier parce qu'il a entièrement disparu, même si on en possède de très beaux relevés en plan et en élévation, de très beaux dessins également.
étant donné sa disparition tardive. C'est un programme qui est différent de celui de Saint-Séverin, puisqu'il fallait ici concilier les fonctions paroissiales et les fonctions collégiales de cette vieille église, probablement l'une des plus anciennes du quartier latin. Donc deux programmes qu'il a été difficile de concilier d'un point de vue institutionnel, puisqu'on sait que des litiges interminables entre la fabrique paroissiale et le chapitre ont probablement retardé assez longtemps le lancement d'un programme général de reconstruction, et on fait en sorte que ce programme se porte d'abord sur les parties latérales de l'église, à savoir les chapelles et les bas-côtés, avant que l'on s'attaque au chœur lui-même. On a ici affaire sans doute à un chantier qui est relativement tardif, probablement, même si des projets de reconstruction de l'église sont dans les cartons dès les années 1490, il ne semble pas que le projet ait été concrétisé avant les années 1510. Et ce que l'on voit à la fois de l'enveloppe extérieure et des détails intérieurs corrobore cette chronologie relativement tardive à l'échelle du flamboyant parisien. On est ici dans les dernières décennies de cette création. On voit une création relativement traditionnelle, qui doit beaucoup sans doute au chantier voisin de Saint-Séverin dans le goût pour les façades latérales rythmées par des pignons, comme c'était le cas à Saint-Séverin, je reviens un instant en arrière, avec peut-être en moins la diversité des systèmes de remplage aveugle sur les pignons de ces chapelles, encore que certains indices laissent à penser qu'il y a eu un décor peut-être un petit peu plus soutenu que celui que nous voyons sur ces relevés du milieu du XIXe siècle. L'Église, il était plus difficile ici de renouveler en profondeur la structure du monument, donc on s'est contenté probablement de l'envelopper d'une couronne de chapelle et de la doter d'une nouvelle façade assez traditionnelle, marquée par ces trois pignons, dont il reste des éléments significatifs remontés eux aussi dans le mur nord du musée des Thermes, du musée de Cluny, où vous avez ce portail qui montre effectivement, qui confirme par le détail de son décor, notamment de ces grands dais qui marquaient les ébrasements, qui confirme une date relativement tardive. Pourquoi ? Parce qu'on a ici des graphismes qui certes, évidemment, adhèrent complètement à l'esthétique de la courbe et de la contre-courbe, mais vont même au-delà, puisqu'on voit apparaître des types de graphismes, notamment ces espèces d'accolades qui forment une sorte de boucle, donc une sorte de conception presque maniérisme de la courbe et de la contre-courbe, de l'accolade, puisqu'on pousse à l'extrême le principe de brisure de ces graphismes. Et cette date relativement tardive, elle semble aussi corroborée par l'apparition relativement discrète, notamment sur les clés de voûte, de motifs à l'antique, qui sont inimaginables avant la fin des années 1510 à Paris, avec ces ornements en S que vous voyez ici dans ces clés de voûte, associés également à des armoiries. On sait par ailleurs que des vitraux sont placés dans les chapelles de cette église autour de 1518-1520, donc on a là sans doute un jalon chronologique assez fiable. De cette église, il reste également quelques beaux éléments qui sont déposés au musée Carnavalet, notamment une série de clés de voûte, malheureusement pratiquement invisibles depuis que les collections médiévales du musée Carnavalet ont été mises en caisse. Mais on l'espère pour
peu de temps. Alors, les églises paroissiales et collégiales, c'est-à-dire le clergé séculier, n'étaient pas le seul à contribuer à cet engouement pour le renouvellement architectural. Un certain nombre de vieux monastères ont également, pour des raisons parfois fortuites, dû s'engager dans ce mouvement de reconstruction. C'est le cas de Sainte-Geneviève, dont la tour, le clocher, dont les bases remontaient au XIIe siècle, XIe ou XIIe siècle, a été frappé par la foudre en 1483. Et cet incendie a ruiné non seulement la charpente, mais aussi endommagé suffisamment les maçonneries pour qu'il soit nécessaire de reconstruire les 2 étages supérieurs du clocher. On en a certainement profité pour surélever ce clocher et redonner ainsi un petit peu de lustre à cette abbaye qui était un petit peu endormie depuis la grande réforme du XIIe siècle. Et l'importance institutionnelle de l'abbaye dans Paris s'est sans doute marquée à cette occasion par l'intervention d'un grand architecte, puisque c'est au maître des œuvres du roi, qui s'appelle Simon Duval, que l'on peut, semble-t-il, attribuer la reconstruction des 2 étages supérieurs de la tour entre 1483 et 1486. Simon Duval figure en effet parmi les auteurs du devis de maçonnerie qui est dressé en 1483, et c'est vraiment le principal contributeur, architecte contributeur à ce devis. Donc il y a de bonnes chances pour qu'on puisse lui attribuer également l'exécution de ce devis et la transposition formelle des indications techniques qui figuraient dans ce devis. Simon Duval, c'est pas n'importe qui, parce que c'est un architecte qui a travaillé pour Louis XI et pour Dunois à Notre-Dame de Cléry avant d'être nommé par Charles VIII, d'abord par Louis XI lui-même, maître des œuvres du roi du château d'Amboise, puis par le même roi, maître des œuvres de la ville de Paris, en 1473, et Charles VIII le nommera même, à la fin de sa vie, maître des œuvres du roi pour tout le royaume. En réalité, pour tout le royaume, ça veut dire pour la prévôté de Paris. Mais c'est quand même, si vous voulez, c'est le successeur de Raymond du Temple, en quelque sorte, dans les œuvres royales à Paris, et il est vraisemblable que les chanoines de Sainte-Geneviève aient cherché à s'assurer, en lui confiant ses travaux, l'intervention d'un architecte qui avait fait ses preuves dans le Val-de-Loire et probablement à Paris depuis déjà quelques années. Alors, ce clocher, on en a une vue fidèle, quelques années seulement après son achèvement, sur ce célèbre tableau conservé à la National Gallery du maître de Saint-Gilles, tableau qui représente un miracle ou une bénédiction sur le parvis de Notre-Dame, mais qui, en arrière-plan, c'est sans doute pas un hasard, montre ce clocher qui venait d'être achevé, puisque le tableau peut être daté des toutes dernières années du XVe siècle. Parmi les institutions régulières du quartier latin, il en est une qui va aussi bénéficier d'une sorte de promotion inattendue pour se reconstruire et renouveler complètement son cadre monumental. C'est la commanderie Saint-Jean de Latran, qui elle aussi a disparu suffisamment tard pour que l'on en ait des relevés assez précis, en plan ici et en élévation. Cette commanderie a bénéficié d'une promotion inattendue en 1480, lorsque les chrétiens ont tenu tête victorieusement aux Turcs sur l'île de Rhodes. Or, Saint-Jean de Latran était le monastère, la commanderie de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem,
à Paris, et c'est là, on le sait, qu'est arrivé, peu de temps après 1480, un grand dessin, une grande toile dessinée ou peinte qui représentait le siège de la ville de Rhodes, une toile qui a servi aux enlumineurs parisiens de l'époque, comme le maître du cardinal de Bourbon, à réaliser le très beau manuscrit qui est conservé à la Bibliothèque nationale et qui raconte l'histoire du siège de Rhodes. C'est important parce que la présence de cette grande vue de la ville de Rhodes dans la commanderie Saint-Jean-de-Latran a certainement attiré les suffrages, les fondations et amener de l'argent dans les caisses de la commanderie, qui ont permis à son commandeur, qui s'appelait Nicole Lesbailly, de reconstruire, à partir des années 1490, la nef et le chevet de son église, que vous voyez ici, d'abord entière, puis en cours de démolition dans les années 1820. Un chevet relativement raffiné, puisque même si il était construit au bout d'une église à nef unique, eh bien, il comportait des réseaux de baies extrêmement délicats, un petit portail avec un petit groupe sculpté en relief qui ouvrait directement sur le chœur, et une série de voûtes à nervures complexes qui devaient donner, vous les voyez ici, là c'est la chapelle Notre-Dame de Bonne Nouvelle dont on a parlé tout à l'heure, et là c'est la nef et le chœur reconstruits en même temps que la sacristie au nord autour de 1500. Pour finir avec les institutions régulières, juste quelques mots du couvent des Jacobins, qui eux vont aussi bénéficier d'une conjoncture favorable, dans la mesure où c'est l'un des couvents qui a accepté le plus facilement la réforme que tentaient de lui imposer depuis déjà plusieurs années les cadres de l'Église de France. En se réformant, le couvent des Jacobins a attiré une nouvelle clientèle, un nouveau public, des nouvelles fondations qui ont permis à l'Église de s'agrandir. On sait qu'au moins 2 travées de la nef de l'Église ont été reconstruites autour de 1500, et l'une des constructions les plus spectaculaires de cette période, c'était le grand portail qui donnait sur la rue Saint-Jacques, dont il a subsisté des fragments jusque dans les années 1860. Vous voyez que la Révolution avait complètement ravalé toutes ces sculptures, fait disparaître le programme iconographique et ravalé les voussures et les dés d'encadrement, mais il en restait encore quelque chose d'assez significatif avant que tout cela ne disparaisse dans les travaux haussmanniens du quartier. Alors, un autre domaine a été particulièrement porteur pour l'architecture flamboyante à la fin du XVe siècle et au début du XVIe sur la montagne, c'est évidemment la présence d'une grande partie des collèges universitaires parisiens. Et quand on fait le bilan, eh bien, on constate que pratiquement aucun d'eux n'a échappé à une reconstruction parfois radicale. On a souvent arrêté malheureusement l'histoire monumentale des collèges parisiens au XIVe siècle, lorsque les dernières grandes fondations ont eu lieu, mais il faudrait réécrire sans doute en grande partie cette histoire en tenant compte de toute cette période de renouvellement monumental accéléré entre les années 1480 et les années 1520, qui nous a laissé quelques créations extrêmement originales, connues soit par les vestiges archéologiques, soit par des relevés, comme ici au collège des Cholets, où dans les années 1500 et 1510, un grand programme vise à reconstruire complètement
le bâtiment des écoles qui jouxte, vous le voyez, la chapelle qui, elle, remontait au XIVe siècle. On voit très bien la différence de style entre une construction relativement simple et assez austère du XIVe siècle et une réalisation qui adhère complètement aux fantaisies les plus poussées du style gothique flamboyant, y compris ces fantaisies dans le domaine de la polychromie des matériaux, puisqu'on avait affaire à l'un des rares monuments à intégrer, un matériau de construction jusqu'ici complètement inconnu dans l'architecture parisienne, ou à peu près, c'est la brique. Et on a ici sans doute l'un des très bons témoignages de ce goût, à partir des années 1490-1500, pour l'architecture en brique et pierre, un goût qui va être assez éphémère d'abord, et puis ensuite va évidemment rebondir considérablement au XVIIe siècle dans les constructions d'Henri IV et de Louis XIII. Mais les prémices de cette architecture en brique et pierre, c'est bel et bien dans des monuments des années 1500 qu'on les voit. Alors, pour ces constructions relativement modestes, finalement, par rapport aux grandes églises du quartier, on fait appel, et c'est quand même assez significatif, aux plus grands architectes du moment. Pour les Cholets, on possède deux noms, celui de Jacques Courbet pour les années 1500 et celui de Jean Turbillon pour les années 1510. Le second succédant au premier après sans doute une mort brutale vers 1510. Les deux sont des figures extrêmement importantes. Le premier parce que ça a été l'une des chevilles ouvrières de la reconstruction du pont Notre-Dame à partir de 1500. Le deuxième, Jean Turbillon, est encore plus important pour notre propos, puisque parallèlement à la construction ou à la reconstruction du collège des Cholets, eh bien, on va voir qu'il s'est profondément impliqué dans la reconstruction de Saint-Étienne-du-Mont. C'est ce qu'on va voir dans un instant. Je termine avec l'architecture des collèges. Je pourrais prendre d'autres exemples, mais très rapidement, pour ce qui est des constructions les plus raffinées, celles qui, à mon sens, relèvent de cette conception la plus décorative de l'art flamboyant, il faut signaler les écoles, la chapelle en tout cas, des écoles de Picardie, qui ont disparu peu de temps après la Révolution, qui sont bien connues par un plan levé en 1754 et surtout par les descriptions et les vestiges qui en restent. Alors malheureusement, on a perdu la trace des sculptures qui ornaient cette chapelle, qui figurait encore dans les collections du Musée des Monuments Français en 1820. On pourrait peut-être retrouver leurs traces en reprenant attentivement la documentation, mais tout le mobilier de cette chapelle, une partie du mobilier en tout cas, notamment son mobilier en bois, est conservé puisque les stalles sont remontées aujourd'hui au musée de Cluny, et on retrouve sur ces stalles la profusion décorative qu'on pouvait s'attendre à trouver sur le monument lui-même, avec ces dossiers de stalles ornés de systèmes de remplage extrêmement complexes dans lesquels on reconnaît ces formes d'accolades brisées, tout à fait caractéristiques des graphismes des années 1510-1520, ceux qui viennent au terme d'une évolution des graphismes rayonnants puis flamboyants. Alors, cette architecture extrêmement haute en couleurs, à la fois par ses matériaux et par son décor, a suscité, semble-t-il, et c'est le cas à Paris comme ailleurs, des réactions qui se sont traduites par la réalisation de monuments beaucoup plus simples. Alors c'est toujours délicat d'attribuer la simplicité d'un programme architectural à une réaction esthétique ou à une volonté délibérée
de choisir un parti en rupture avec un parti dominant plus décoratif. Il y a en effet des considérations matérielles, financières, qui entrent en ligne de compte, mais on ne peut pas s'empêcher de penser que malgré les moyens importants qui étaient à disposition, eh bien, certains commanditaires et certains architectes ont préféré une vision plus rigoureuse de l'architecture. Et c'est peut-être dans ce sens qu'il faut regarder la construction notamment de la salle de lecture et de la salle de cours des écoles de médecine, rue de la Bûcherie, alors très, très transformée, pratiquement reconstruite depuis, mais sur ces photos anciennes, on voit bien cette architecture assez simple, qui évite toute profusion décorative et qui pouvait convenir assez bien à une conception plus rigoureuse de ce que pouvait être la formation universitaire, puisque les écoles, comme les couvents, ont été gagnés par ces tentatives de réforme visant à revenir à une certaine sévérité, une certaine discipline dans les études et dans la pratique religieuse. D'autres monuments dans le monde universitaire reflétaient probablement cette tendance à une architecture relativement dépouillée. C'était le cas de cette extraordinaire construction, malheureusement détruite tardivement en 1877, qui était la grande bibliothèque du Collège de Navarre, dont la construction vers 1496 avait été en partie financée par Charles VIII et dont le commanditaire était un des principaux tenants de la réforme à Paris, le proviseur Jean Rollin, qui était l'un des compagnons de route de gens comme Jean Standonc, autrement dit un des représentants de ce courant le plus rigoriste des réformés parisiens. Et c'est pas un hasard sans doute si les bâtiments du collège de Montaigu, reconstruits par ce même Jean Standonc dans les années 1495 également, reflétaient cette volonté d'une part de réunir dans un même bâtiment toutes les fonctions universitaires, à savoir la chapelle, les écoles, le dortoir, la bibliothèque, pour faire en sorte que les étudiants vivent de nouveau une vie communautaire qui serait fidèle aux traditions des temps apostoliques. Et le petit bâtiment du collège de Montaigu, construit à cette époque-là, disparu lui aussi vers 1850, au moment de la construction de la place du Panthéon, eh bien, a reflété manifestement ce courant assez rigoureux. De même, peut-être aussi que le collège de Fortet, que vous connaissez, peut-être pas sous cet angle, puisque depuis les années 1900 et la construction des bâtiments à l'arrière de la rue Valette, eh bien, on peut plus voir ces bâtiments du collège, mais ce petit bâtiment très simple, construit d'ailleurs dans des techniques de construction assez économiques, avec très peu de décors, peu de modénature. Le seul décor, en quelque sorte, qui anime cette architecture, c'est une modénature relativement sobre, avec ces grandes facettes concaves que l'on voit au rez-de-chaussée dans ce qui était peut-être autrefois la chapelle. Alors, les églises du quartier devaient aussi, pour certaines, traduire cette tendance, cette volonté partagée par certains commanditaires et architectes de revenir à un courant plus
plus sobre de l'architecture. On peut probablement ranger parmi cette architecture paroissiale assez simplifiée, de manière délibérée, même si les retombées, vous le voyez, sont d'une grande subtilité. On peut ranger Saint-Médard, dont, vous le savez, la construction a toujours eu du mal à être précisément calée chronologiquement, mais un certain nombre d'indices montrent que le chantier est probablement beaucoup plus tardif qu'on ne l'a cru pendant longtemps. En effet, cette petite église relativement simple, notamment par sa façade et même par son élévation intérieure à 2 niveaux, avec une modénature très sèche, très sobre, cette petite église, en raison même de sa simplicité formelle, a souvent été datée du tout début de l'époque flamboyante, avec cette idée qui a longtemps prévalu que, évidemment, il y avait une marche continue vers le progrès, vers les subtilités du décor, de la modénature et des techniques de construction, et que plus un édifice était simple, plus il était ancien. Ça, c'est malheureusement une vision de l'histoire de l'architecture qui a encore cours. Ici, c'est probablement tout l'inverse. En réalité, on a sans doute une construction relativement tardive des années 1510-1520, avec donc une continuité presque parfaite entre l'achèvement de cette nef, peut-être vers 1530 seulement, et les premiers projets de construction du chevet à l'époque de la Renaissance, sur des principes complètement nouveaux qui sont lancés dès les années 1540. Souvent, quand on y regarde de près, les chantiers sont moins étendus dans le temps qu'on le penserait. Alors, je crois le moment est venu d'en terminer. Je vais donc le faire en consacrant ces dernières minutes à 2 monuments qui me semblent aller un petit peu à l'encontre de cette idée de sclérose de l'architecture flamboyante au début du XVIe siècle. 2 monuments qui, tout au contraire, témoignent de l'existence d'un véritable renouveau à partir des années 1510 de l'architecture flamboyante, un renouveau qui malheureusement a été contrecarré en quelque sorte, à la fois par les circonstances historiques et aussi par le triomphe, mais il était difficile à prévoir, de l'architecture atlantique. Ces 2 monuments, c'est Saint-Étienne-du-Mont et l'église Saint-Victor. Alors Saint-Étienne-du-Mont, on pense tout en connaître quand on vit à Paris. En réalité, c'est un édifice sans doute qui n'a pas fini de livrer ses secrets, mais peut-être l'un de ces secrets vient de tomber en quelque sorte. C'est celui à la fois de la date du lancement de sa construction et de l'identité de son architecte. En effet, cette église a longtemps, la datation de cette église a longtemps oscillé sur un temps relativement long. Jusqu'au début du XXe siècle, les érudits, les historiens parisiens la dataient du début du règne de François Ier. Et ils mettaient en rapport des documents des années 1517-1518 avec le lancement de ce chantier. Et puis arrive un chartiste qui s'appelle Charles Terrasse, qui, un peu avant la guerre de 14-18, soutient une thèse d'école des Chartes sur l'architecture de la Renaissance à Paris et dans les régions voisines. Et il propose une date radicalement différente pour le début du chantier, 1491, en raccrochant à son tour deux documents, en quelque sorte. D'une part, un
un compte de construction qui commence effectivement en 1491 et une transaction entre l'abbé de Sainte-Geneviève et les marguilliers de la paroisse qui prévoit l'agrandissement de l'église, transaction également en 1492. Donc deux éléments documentaires qui semblaient aller dans le même sens pour imaginer que l'église avait été reconstruite à partir de 1491. Et pendant pratiquement un siècle, c'est cette date qui a prévalu, jusqu'à ce que je propose de lire différemment les documents il y a quelques années, puisque quand on met le nez dans les seuls documents qui en réalité retracent effectivement le début de cette construction, c'est-à-dire les comptes de la fabrique, on s'aperçoit que toutes les premières années, les années 1490 et 1500, sont non pas consacrées à la construction de la nouvelle église, mais à la restauration de l'ancienne. C'est un phénomène assez courant. Et finalement, Charles Terrasse avait été trompé par le fait que ce compte commençait en 1491, mais ça ne veut rien dire, un compte qui commence en 1491. Les comptes de fabrique se tiennent depuis la fin du Moyen-Âge sans solution de continuité. C'est simplement les hasards de la conservation de ce document qui faisaient qu'il commençait à cette date-là. Et les comptes, en revanche, quand on les regarde de près, sont tout à fait explicites. Le vrai début du chantier, celui du chevet, c'est 1510. Donc on est beaucoup plus près finalement de la date avancée pendant 3 siècles par les érudits parisiens que de celle qui a prévalu pendant tout le XXe siècle. C'est un petit peu paradoxal, mais c'est manifestement le cas. Que se passe-t-il en 1510 ? Eh bien, plein de choses. En 1510, on construit une nouvelle loge pour les tailleurs de pierre, on démolit des vieilles constructions, on creuse des fondations et surtout, on engage un nouvel architecte. Et ce nouvel architecte, qui peut donc être considéré comme le concepteur du plan de Saint-Étienne, c'est un dénommé Jean Tourbillon, quelqu'un dont on a déjà parlé tout à l'heure à propos du Collège des Cholets, et qui était arrivé à Paris, peut-être à la faveur de la reconstruction du pont Notre-Dame, autour de 1500. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que ce Jean Tourbillon, on sait où il a été formé. Et la formation de cet architecte nous aide à comprendre le parti tout à fait révolutionnaire de cette église. Révolutionnaire à l'aune de ce que l'on connaît de l'architecture flamboyante parisienne jusqu'ici, c'est-à-dire une architecture très classique dans sa conception spatiale, notamment par le choix, par fidélité sans doute aux grands monuments comme Notre-Dame, d'une élévation de type basilical avec une nef et des bas-côtés. Des bas-côtés aveugles, éclairés par une série de chapelles. Ici, on a affaire à un espace qui est complètement différent de celui auquel les Parisiens pouvaient être habitués. Un espace beaucoup plus fluide, beaucoup plus dématérialisé, d'abord par l'utilisation de ces supports monocylindriques, ces piles rondes. Alors, ce n'est pas une nouveauté, puisque on les trouve quand même à Notre-Dame, mais depuis la fin du XIIIe siècle, c'est un type de pilier qui avait complètement disparu du paysage parisien, ou à peu près. Donc là, il fait un retour en force parce que... pourquoi ? Parce que c'est un type de pilier qui se prête particulièrement bien au jeu d'espace et de lumière que l'architecte nous propose ici. Des jeux qui reposent sur une idée tout à fait inédite dans l'architecture religieuse parisienne, c'est le fait d'éclairer directement les bas-côtés par d'immenses fenêtres, et de faire comme si ces bas-côtés étaient un espace central, alors que jusqu'à présent, les bas-côtés constituaient dans l'architecture religieuse parisienne
hiérarchiquement un espace complètement séparé du vaisseau central. Ici, il y a une sorte de fusion entre les espaces latéraux et celui du vaisseau central, une fusion qui se joue aussi au niveau de l'élévation, puisque on semble avoir affaire à une élévation non plus à 2 niveaux, mais à 3, 4 ou 5 niveaux, avec cette succession d'ouvertures dont les plus importantes sont non pas en bas ou en haut, mais au niveau intermédiaire. Donc un jeu de transparence, un jeu de fluidité qui est servi par une modénature extrêmement discrète. Il n'y a pas ces jeux complexes de piles à mouluration incroyables qu'il y avait à Saint-Séverin, ces systèmes de voûtes complexes à Lierne et Tierceron qu'on trouvait dans beaucoup d'églises flamboyantes de Paris. Ici, les structures sont d'une grande simplicité. Elles servent un espace complètement réécrit, dans lequel vient comme une sorte espèce de surprise cette coursière intermédiaire qui, je pense, fait partie du projet initial. Seul le garde-corps à balustre appartient à une phase ultérieure des années 1540. Alors, ce parti qui se développe simultanément de celui du Jubé. Alors, malheureusement, le temps étant compté, je n'en dirai pas grand-chose, mais il faudrait l'intégrer, même si c'est une œuvre qui incorpore des éléments décoratifs de la Renaissance, il faut évidemment l'intégrer à ce renouvellement des formes de l'époque flamboyante autour de 1510-1520, qui est sa date probable de création. Cette Église et ce principe de nouvelle hiérarchie des espaces, eh bien, il est à peu près inconnu à Paris pendant tout le Moyen-Âge. En revanche, il est parfaitement bien identifié dans des monuments gothiques du XIIIe siècle, dans la grande périphérie de l'Île-de-France, comme par exemple à Beauvais, et surtout plus loin, vers l'ouest de la France, dans des cathédrales du XIIIe siècle, comme ici au Mans ou à Bourges, où au début du XIIIe siècle, les architectes ont eu l'idée d'éclairer directement les bas-côtés par de grandes fenêtres et de créer ainsi des systèmes de hiérarchie des espaces beaucoup plus subtils que dans l'architecture basilicale traditionnelle. Et c'est sans doute pas un hasard si Jean Tourbillon, l'architecte de Saint-Étienne-du-Mont, a été formé dans la région du Mans. On le sait grâce à son propre témoignage à l'occasion des expertises pour la reconstruction du pont Notre-Dame. Alors, l'achèvement, et je terminerai là-dessus, l'achèvement de Saint-Étienne-du-Mont a été sans doute un événement marquant dans le paysage artistique parisien, pas seulement l'achèvement, mais sans doute dès que ce chevet d'une structure tout à fait inhabituelle a commencé à sortir de terre, il a dû marquer les esprits. Et de fait, au moment où le projet aboutit, dans les années 1540, eh bien, il ne faut jamais l'oublier, mais Saint-Étienne-du-Mont, c'est l'église la plus haute, la plus élevée de la rive gauche. Donc un jalon qui était amené à continuer de frapper les esprits bien au-delà des murs de Paris. Et si je vous montre ce détail d'un tableau de l'époque moderne, c'est parce que sur ce tableau figure un dernier monument qui va nous intéresser, c'est l'abbatiale de Saint-Victor. On s'est longtemps interrogé sur le parti manifestement assez original de cette église.
en établissant effectivement des rapprochements avec Saint-Étienne-du-Mont, puisque d'après ce que l'on en connaît de l'extérieur, eh bien, on avait affaire à une structure très proche de celle de l'église Saint-Étienne, par la présence de collatéraux éclairés directement, donnant sur un vaisseau central qui avait ici la particularité, contrairement à Saint-Étienne, d'avoir visiblement de très grandes fenêtres hautes. Donc, autrement dit, une structure avec un échelonnement des masses entre le vaisseau central, les bas-côtés et les chapelles, qui rappelait très étroitement l'église Saint-Étienne. Or, quand on y regarde de près, le début du chantier de Saint-Victor a manifestement bénéficié des apports du chantier de Saint-Étienne, dans la mesure où la construction est lancée en 1517, c'est-à-dire quelques années après le début du chantier de Saint-Étienne-du-Mont. Tant que le chantier de Saint-Étienne-du-Mont était daté de 1490, le rapprochement entre les deux églises pouvait paraître tout à fait fortuit. En resserrant ainsi la chronologie, il devient beaucoup plus clair que les architectes de Saint-Victor se sont inspirés du chevet de Saint-Étienne, qui était la grande création de ces années 1510, et on peut même peut-être aller plus loin en émettant l'hypothèse que l'église Saint-Victor a été commencée par le même architecte que Saint-Étienne, c'est-à-dire Jean Turbillon. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs indices qui le laissent penser. D'abord, traditionnellement, on attribuait l'église Saint-Victor au maître des œuvres du roi. Sans doute que les historiens qui avaient lu cette mention dans des documents aujourd'hui disparus avaient été tombés sur un document qui faisait état effectivement de la présence dans les années 1510 d'un personnage qui avait ce titre. Or, le maître des œuvres du roi, ou plus exactement le lieutenant du maître des œuvres du roi, en 1517, eh bien, c'est Jean Turbillon. Donc, on peut penser que cet architecte, Jean Turbillon, en 1517, a acquis une telle renommée en lançant le chantier de Saint-Étienne qu'il a accédé à l'un des titres les plus honorifiques dans le milieu des architectes parisiens, mais que malheureusement, toute cette dynamique va être brisée net, d'abord par la mort de Jean Turbillon en 1518, et puis très vite par le retournement de la conjoncture économique et politique à Paris, puisque le début des années 1520 est particulièrement néfaste à toute entreprise, et il faudra attendre une décennie à peu près pour que, à la fin des années 1520, des chantiers redeviennent suffisamment importants pour donner une impulsion nouvelle à leur tour à l'architecture parisienne. Et c'est à la fois la disparition prématurée de ces quelques grands architectes qui étaient en mesure de renouveler l'architecture flamboyante, et la conjoncture des années 1520 fait que, eh bien, quand les choses repartent vers 1530, eh bien, elles repartent sur un tout autre pied, celui de l'architecture à l'antique, même si certains artistes, pas les architectes, mais des artistes du domaine des arts décoratifs, vont rester fidèles pendant encore plusieurs années à la tradition des graphismes et des fantaisies de l'art flamboyant. Et parmi ces artistes, il y en a un qui fait le lien, lui aussi, entre Saint-Étienne-du-Mont et Saint-Victor. C'est l'auteur des Stalles de Saint-Victor, Geoffroy Duclou, qui était paroissien de Saint-Étienne, qui avait marié sa fille à l'un des architectes de la nef de Saint-Étienne, Pierre Nicole, et
dont les liens de parenté étaient également certains avec les architectes de la famille Tourbillon. Donc c'est aussi une histoire de famille, cette histoire de l'architecture sur la montagne Sainte-Geneviève, une histoire de famille qui est un petit peu brutalement interrompue autour de 1520 par le décès de quelques grands architectes. Jean Tourbillon meurt en 1518, de même que l'un de ses successeurs, Pierre Nicole, meurt un petit peu prématurément, semble-t-il, autour de 1550, non sans avoir mis en chantier la nef de Saint-Étienne-du-Mont. Et la fidélité dans la nef de Saint-Étienne-du-Mont au parti primitif de l'architecte flamboyant s'explique certainement par le fait qu'il s'agisse aussi d'une histoire de famille qui se perpétue par la transmission des secrets de fabrication, mais surtout de cet idéal de l'architecture flamboyante qui va encore inspirer bien des architectes pendant le XVIe siècle. Voilà, je vous remercie et je prie de m'excuser d'avoir largement débordé. Sur mon temps de parole. Voilà, je ne sais pas si nous avons le temps pour quelques questions. Nous avons été éblouis par cette fresque magnifique que vous nous avez dressée et qui nous donne une perspective historique vraiment captivante sur l'ensemble de ces monuments. Alors c'est plutôt une mosaïque, j'espère que... ou un puzzle, qu'en mettant bout à bout tous ces éléments, il en sort quelque chose d'à peu près compréhensible et visible. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ces datations, de la façon dont vous avez trouvé ces dates jusqu'ici inconnues sur ces monuments? Je crois qu'il n'y a pas de secret. Quand on retourne aux sources documentaires, on s'assure déjà de ne pas repartir sur des bases un peu flottantes, et parfois on peut avoir de très bonnes surprises. On pourrait croire que toutes les archives de la fin du Moyen-Âge parisiennes ont déjà été vues par des générations d'historiens, celle de la fin du Moyen-Âge et celle de la Renaissance. En réalité, pour le XVe et le XVIe siècle, il y a encore énormément de choses à découvrir. Mais parfois, c'est simplement une relecture de documents qu'on croyait bien connaître, qui, par l'expérience qu'on peut avoir d'autres chantiers, par l'expérience qu'on a aussi de la prosopographie du milieu artistique parisien. Autrefois, les artistes parisiens, on ne les connaissait pas, les artistes parisiens du Moyen-Âge et de la Renaissance. Maintenant qu'on les connaît beaucoup mieux, on comprend les orientations que prennent certaines œuvres à des moments, à certains moments. On comprend mieux les étapes de l'histoire de l'art des XVe et XVIe siècles. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se sont remises en place, aussi à la faveur de grandes expositions. Alors j'ai évoqué des expositions
nationale, mais certains musées parisiens, certaines sociétés savantes et certaines sociétés historiques parisiennes, je pense à tout ce qui a été fait dans les années 90 et 2000, notamment par la délégation artistique de la ville de Paris, qui a lancé des tas de chercheurs sur des pistes très prometteuses, et de là, il est sorti des découvertes parfois inattendues. Puis il y a aussi tout le corpus iconographique, qui s'est considérablement étoffé depuis que les bibliothèques, les archives ont entrepris de numériser leurs documents iconographiques. On a aujourd'hui redécouvert des fonds iconographiques entiers. Je vous ai montré quelques exemples du fonds Lenoir de la bibliothèque de l'INHA. Dans le fonds Lenoir, vous avez des relevés d'églises, mais surtout de maisons, d'hôtels parisiens, notamment dans le quartier de Saint-Marcel, autrement dit la rue Mouffetard, si vous voulez. Dans ce quartier-là, dans le fond Lenoir, il y a des représentations d'hôtels d'une qualité exceptionnelle. Et ce fonds Lenoir, comme d'autres, devrait permettre de réécrire sur des bases plus sûres cette histoire un petit peu mythologique du ou des hôtels de la Reine Blanche, qui ont fait fantasmer des générations d'érudits. On comprend pourquoi, parce que jusque vers 1850, il y avait encore un tel patrimoine tardo-gothique visible dans les rues du faubourg Saint-Marcel que ça pouvait prêter à toutes les imaginations possibles. Mais voilà, donc il y a le retour aux sources, et puis le retour aux œuvres aussi, en regardant les œuvres avec un œil plus attentif, en les comparant aussi à ce que l'on connaît désormais beaucoup mieux de l'architecture de la fin de l'époque médiévale dans le nord de la France. On peut, même si on n'a pas de jalon chronologique précis, je pense qu'on peut aujourd'hui revenir sur des datations de manière assez radicale, uniquement par l'étude des formes, par l'archéologie des formes et du bâti. Voilà. Bien, il reste à vous remercier vraiment très vivement de cette